Bonjour. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du critère de Rayleigh. Mais juste avant, on va revenir rapidement sur ce qu'on a vu sur l'interférence et la diffraction. Donc, nous, on a vu les deux cas simples, c'est-à-dire quand on a de la diffraction, c'est-à-dire quand on a la lumière qui passe à travers une seule fente. OK? Donc, s'il y a de la lumière monochromatique qui passe ici, qu'est-ce que ça donne? Sur un écran, on va observer une figure où vont se succéder des minimums, des maximums, des minimums, des maximums, et ainsi de suite. Puis la position à laquelle on va trouver les minimums est donnée par A sin de θ est égal à m lambda, où θ est égal à la position y divisé par L. Donc, ici, c'est la position y mesurée par rapport au centre de l'écran. L est la distance à l'écran. Pour la diffraction, pour l'interférence, on a vu si on avait deux fentes, par exemple, on verrait une succession de franges brillantes et sombres. OK? La position des franges brillantes serait donnée par d sin θ est égal à m lambda, où sin θ est égal à y sur L. Les franges sombres sont données par d sin θ est égal à m plus une demi lambda, où m est toujours un entier. OK? Euh, à quoi ça correspond ça, en fait? C'est que si on regarde, par exemple, si on a juste la diffraction, voyons, excusez, euh, si on a juste la diffraction, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir le pic, au fur et à mesure qu'on augmente A, on va voir que le minimum se rapproche du centre. Quand on diminue A, le minimum s'éloigne du centre. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'allure? OK. Ben, si on revient à l'expression qu'on a ici, A sin θ égale m lambda, m lambda va être constant. Si je modifie A, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme le m lambda est constant, si je diminue A, je dois augmenter sin θ. Donc, j'augmente la position Y du minimum. À l'inverse, si j'augmente A, ben, je dois diminuer sin θ pour que le produit des deux doit rester égal à m lambda. Donc, quand j'augmente la largeur de l'ouverture, je diminue le terme, je diminue la position du minimum de diffraction. Donc, mon pic devient plus étroit. Si je fais le contraire, excusez, il faut que je me prenne dans les fenêtres. Si j'augmente la largeur, je rends le pic central plus étroit. Si je diminue la largeur, je vais avoir plus d'étalement en longueur d'onde. Si j'ajoute une deuxième fente de même largeur A, qu'est-ce qui se passe si je modifie A en gardant D constant? Mais si je garde D constant, je garde l'allure de la figure d'interférence pareil, mais je vais modifier la position des pics de diffraction. Donc ici, les franges d'interférence demeurent au même endroit. C'est juste qu'au fur et à mesure que j'augmente A, je diminue la position du minimum de diffraction. Donc j'affecte l'enveloppe de diffraction, je n'affecte pas la figure d'interférence à l'intérieur. Si à l'inverse, je modifie la distance D entre les fentes en gardant A constant, mais si A reste constant, l'enveloppe de diffraction reste identique, mais la position de la figure d'interférence à l'intérieur, elle, va changer. Donc, je vais voir apparaître des figures des franges d'interférence. Si j'augmente D, je rapproche les minimums. Et si je diminue D, j'éloigne les minimums. OK? Et les maximums. Donc, c'est un petit peu en résumé ce qu'on a vu à date. Là. OK? Voilà. Donc, c'est un bref résumé de ce qu'on a vu ici avec l'équation pour l'intensité. OK? Euh, une chose qui est intéressante par contre, c'est que la diffraction, on ne l'observe pas seulement quand on a affaire à des fentes. Okay? Chaque fois que la lumière frappe un obstacle, on va voir apparaître une figure de diffraction. Donc ici, ce qu'on a, en fait, c'est juste, comme ça ressemble à une lampe de rasoir, éclairée avec les lumières monochromatiques. Qu'est-ce qu'on va apparaître? On va apparaître des maximums et des minimums de diffraction qui s'en vont en devenant de plus en plus, de moins en moins sombres. On le voit aussi quand on tient justement cette petite lame-là entre les doigts. Là, si on regarde assez près, c'est pas facile d'observer ça à l'œil nu, mais dans les bonnes conditions expérimentales, c'est quelque chose qui est possible de faire. Ok. Euh, Même quand on frappe un obstacle circulaire, qui est un cas plus facile à étudier, chaque fois que la lumière frappe un obstacle circulaire, on va voir une tache de diffraction apparaître. Ok. C'est pour la petite histoire comme ça.
C'est une prédiction en fait du modèle ondulatoire de la lumière. Puis ça, je pense que je vous en avais glissé un mot lors d'une présentation précédente là, sur les débats entre les partisans de la lumière sous forme d'onde versus la lumière sous forme de particules. Le gros argument s'était tenu à l'Académie des sciences de Paris autour de 1900, de 1800, pardon, 17-18, alors que le modèle Fresnel, euh, ou de Fresnel avait prédit l'apparition. En fait, c'est pas Fresnel qui l'avait prédit, mais c'était une prédiction de son modèle ondulatoire. Poisson avait fait des calculs pour montrer qu'en plein milieu d'un, si vous éclairiez un obstacle circulaire avec de la lumière monochromatique, vous devriez observer en plein centre vous devriez voir une tache brillante apparaître en plein centre euh, de l'écran, derrière le masque. Évidemment, ça sonnait tellement absurde pour Poisson qu'il ne s'est pas préoccupé de vérifier ça, mais ça a été observé par des partisans, par Aragon en particulier, par évidemment Aragon qui était juge, qui n'était pas sûr si qui avait raison. Poisson n'a pas voulu la tester parce qu'il était tellement convaincu que c'était n'importe quoi et qu'il ne s'est pas donné la peine de le faire. Fresnel ne l'a pas testé. C'est une bonne question. Pourquoi? Probablement, un, parce qu'il était juste trop bon en théoricien, peut-être pas aussi bon expérimentateur. Puis l'autre, peut-être parce qu'il était tellement convaincu qu'il avait raison qu'il n'avait pas besoin de le montrer lui-même. Bref, Aragon est allé l'observer. En fait, l'expérience a observé qu'on voyait le point brillant. Ça a été un gros, gros, gros gain pour le modèle ondulatoire de la lumière quand c'était observé. Ça. OK? Donc, évidemment, ça se produit de façon générale. Donc, que vous ayez un trou, OK, puis entouré, puis que la lumière frappe un trou, ou à l'inverse, que la lumière frappe un obstacle circulaire, dans les deux cas, vous allez voir de la diffraction à la limite. Donc, ça, évidemment, ça s'observe aussi en astronomie. OK? Donc, en astronomie, vous avez la lumière d'une étoile qui rentre à travers un télescope. Le télescope, son miroir, a un certain diamètre qui est fini. OK? C'est sûr que c'est assez grand, donc le minimum de diffraction, comme A est grand, le minimum de diffraction a un petit angle, mais c'est quand même quelque chose qui s'observe. OK? Donc, à la limite, si on avait des conditions d'observation absolument parfaites, ben, on aurait toujours des observations qui seraient limitées par la diffraction. Donc, on donne comme exemple, imaginez que vous avez la lumière de l'étoile qui passe à travers l'ouverture du télescope. Ben, ça va faire apparaître une figure de diffraction sur l'écran. OK? Donc, chaque étoile va être accompagnée d'une figure de diffraction. Le problème, c'est que imaginez que vous avez deux étoiles qui se rapprochent dans le ciel. OK? Donc, si vous en avez deux qui sont éloignées dans le ciel, qui sont séparées par une grande séparation angulaire, ben, les deux figures de diffraction vont être faciles à distinguer l'une de l'autre. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les deux étoiles sont de plus en plus rapprochées dans le ciel, leur projection est de plus en plus rapprochée dans le ciel, ça devient de plus en plus difficile de distinguer ces deux étoiles-là comme étant deux étoiles. À la limite, à un moment donné, les deux peuvent être très très rapprochées l'une de l'autre, puis ça devient à ce moment-là pratiquement impossible de les distinguer. OK? On appelle la séparation angulaire critique la plus petite angle entre les sources pour lequel c'est possible de distinguer ça comme deux sources. OK? Donc, ce que ça nous dit en fait, c'est que le pouvoir de résolution, dans le fond, la capacité qu'on a de distinguer deux étoiles dans le ciel est limitée par la diffraction, si elle n'est pas avant d'autres, parce que chaque source, en arrivant sur l'écran, va produire une figure de diffraction parce que la lumière qui est émise par cette source-là va traverser une fente, une ouverture, un télescope qui a un diamètre A. OK? Donc, au fur et à mesure qu'on rapproche les deux sources, mais on voit que les deux figures de diffraction embarquent l'une par-dessus l'autre. Ça devient de plus en plus difficile de distinguer ces deux sources-là. Donc, comment on fait pour s'entendre à partir de quand c'est possible de distinguer deux sources? Ben, il y a plusieurs critères qui peuvent être employés. Un critère qui est souvent utilisé parce que il est quand même bien justifié, puis il donne quelque chose qui est facile à calculer, c'est le critère de Rayleigh. Okay? Euh, Quand on parle de Rayleigh, on parle de John William Strutt, troisième baron Rayleigh. Okay? Euh,
c'était probablement pas quelqu'un qui avait les plus grandes préoccupations financières au monde. Ok? Faire de l'astronomie au tournant du 19e siècle, il fallait que tu n'aies vraiment pas de préoccupations. Tu sais, tu te demandais pas le matin comment tu allais faire pour manger le soir. Là, ok? Donc, c'était souvent des aristocrates qui faisaient de la science avec un petit verre de Porto Cherry puis qui se la coulaient douce. Mais bon, ils ont fait avancer la science, on ne peut pas les en vouloir tant que ça. Donc, Rayleigh a proposé d'utiliser comme critère euh, pour savoir si on est capable de distinguer deux sources. En fait, il a dit, il a proposé qu'on pouvait distinguer deux sources si le maximum central de diffraction de la première source coïncide avec le premier minimum de diffraction de la deuxième. Donc, imaginez ici que vous avez deux sources qui sont très éloignées l'une de l'autre, chacune avec sa figure de diffraction. Donc, en arrière, on a le trait foncé pointillé, c'est les deux figures individuelles. En bleu, c'est la somme des deux. OK? Donc, on voit ici, par exemple, que le maximum de la source de gauche est une position plus grande que le minimum. Le minimum ici de la source de droite est là, le maximum de la source de gauche est là. Il est plus loin du maximum de l'autre que la position angulaire. Donc, ici, c'est facile de distinguer qu'on a deux sources quand on regarde l'image à l'écran. À l'inverse, euh, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a deux sources qui sont trop rapprochées l'une de l'autre. Okay? Donc, on voit ici les deux figures qui embarquent une par-dessus l'autre en bon français. Okay? Donc, on ne voit qu'un seul point lumineux. Ici, on ne peut pas savoir qu'il y a deux sources distinctes. Donc, le critère de Rayleigh, c'est exactement ici. C'est quand le maximum d'une source tombe avec le premier minimum de la source suivante. C'est à ce moment-là qu'on va dire que on a la séparation angulaire critique entre les deux sources, puis qu'on est tout juste capable de distinguer ces deux sources-là en se basant sur le critère de Rayleigh. Okay? Donc mathématiquement, nous on sait comment évaluer la position du premier minimum de diffraction. Pour une fente rectangulaire, on sait que le premier minimum de diffraction, on le trouve quand A fois sin de θ est égal à lambda. Ben, comme la lumière traverse une ouverture circulaire, généralement les télescopes c'est des cercles, ok? Ben, faut modifier cette formule-là un petit peu. Okay? Pour ça, ça nécessite les fonctions de Bessel. Vous irez fouiller. Ça dépasse le cadre du cours ici, mais on trouve la position du premier minimum de diffraction quand la lumière traverse une ouverture circulaire, quand A fois sin de θ est égal à 1,22 lambda. Le A étant le diamètre de l'ouverture circulaire, donc essentiellement le diamètre du miroir principal dans un télescope. Okay? Donc plus votre télescope est grand, plus le sin θ va être petit, donc plus la séparation angulaire critique va être faible, donc plus ça va être facile de distinguer des détails quand vous regardez une image. Donc plus l'ouverture est grande, plus c'est facile de distinguer des objets. Le pouvoir de résolution est meilleur, d'autant plus que l'ouverture est grande. D'accord? Donc, si on regarde ensemble la première question, juste après, où on parle d'une application, par exemple, au télescope du Mont Mégantic, on vous dit le diamètre du télescope du Mont Mégantic est de 1,6 m. Quelle est la séparation angulaire critique de ce télescope en négligeant la turbulence atmosphérique? Ça, on va y revenir. On suppose que lambda est égal à 550 nanomètres, donc on observe au centre du spectre visible. Puis on se demande quelle est la séparation angulaire critique pour le télescope du Mont Mégantic. Euh, on va appliquer tout simplement la formule à notre situation. Donc, on a la lumière qui traverse le télescope d'une ouverture de 1,6 m. Puis on sait que A fois sinus de θ est égal à m fois lambda. Okay? Donc, pardon, c'est égal à 1,22 lambda. Donc, ici c'est assez simple. 1,6 fois sinus de θ est égal à 1,22 fois 550 nanomètres. Donc, on trouve un sin θ de l'ordre de 4,2 fois 10 à la moins 7 radians. Ici, je vous suggère de toujours travailler en radians. Okay? Donc, gardez les radians, laissez faire les degrés dans le cadre de cette partie-là du cours. Donc, la séparation angulaire critique, le sinus de l'angle θ, est de 4,2 fois 10 à la moins 7 radians. Okay? Donc, on vous demande ensuite
quelle doit être la distance minimale entre deux objets situés sur la Lune pour qu'on puisse les distinguer comme étant deux objets différents au moyen de ce télescope. Sachant que la Lune est à 3,8 fois 10 à la 8 mètres, là, donc environ 380 millions de kilomètres, 380 000 kilomètres, pardon. Euh, pardon. Donc, nous, voyons, excusez, est-ce qu'on veut, voyons, ça va là, ok. Donc, on a deux objets, un objet 1 puis un objet 2 à la surface de la Lune. Ces deux objets-là sont séparés d'une distance d, ici. Nous, on est ici sur la Terre. OK? Puis on regarde ces deux objets-là. Oh. Puis on veut savoir, dans le fond, OK? OK. Quelle est la plus, quelle est la plus petite distance d? On sait euh, qu'on est à une distance de 380 000 km, 3,84 fois 10 à la 8 mètres. C'est ça? Oui, ok. Donc, nous, on cherche D. Ben, on sait que le sinus de l'angle θ qui est ici, c'est côté opposé D sur hypoténuse. Ben, en fait, ici, c'est l'approximation des petits angles, tout simplement. Là, ok? Puis on s'entend là-dessus que 4,2 fois 10 à la moins 7 radians, c'est un petit angle. D'accord? Donc, D va être tout simplement L fois θ, donc 3,84 fois 10 à la 7 8 mètres, multiplié par 4,2 fois 10 à la moins 7 radians. On trouve une distance D de l'ordre de 160 mètres, 161 mètres. Donc, en théorie, si on avait des conditions d'observation absolument parfaites, dans la mesure où la séparation angulaire critique est limitée par la diffraction, on serait capable de séparer deux objets distants de 160 mètres à la distance de la Lune. Okay? Ici, cette expérience-là, vous pouvez la faire chez vous. Okay? Donc, si vous reculez, tout simplement, okay? Vous regardez un quadrillage, comme ça ici, puis on vous dit reculer. Okay? À un moment donné, si vous êtes suffisamment loin de votre écran, vous ne verrez plus les petits carrés individuels. Okay? Vous allez voir uniquement un carré uniformément gris. Okay? On vous demande, là normalement, c'est que vous l'auriez dans le papier en avant de vous. On vous demande d'estimer cette distance-là au moyen du critère de Rayleigh. Okay? Pourquoi on vous demande ça? En fait, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. Donc, si vous reculez trop, excusez, donc si vous reculez trop à un moment donné, pardon, ok, vous ne verrez plus les petits carrés individuels, vous n'allez voir qu'un fond gris à peu près uniforme. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette condition-là? Pourquoi on serait plus capable de distinguer les petits carrés gris? Ben, en fait, c'est parce que la lumière qui rentre dans votre œil, elle traverse une ouverture, ok, qui a un certain diamètre. Le diamètre de la pupille chez une personne normale, ok, varie de 2 à 3 mm jusqu'à 7-8 mm quand il fait noir. Donc, plus il fait clair, plus votre pupille est petite. Plus il fait noir, plus votre pupille est dilatée. Pourquoi? Ben, c'est pour laisser passer plus de lumière pour être capable de voir quand il n'y a pas trop de lumière. Puis à l'inverse, quand la luminosité ambiante est très importante, ben, la pupille va se réduire pour éviter de brûler la rétine tout simplement. Okay. Donc, c'est bien fait, hein, ces petites affaires-là. Ça s'ajuste tout seul en plus. On n'a même pas besoin d'y penser. Donc, la lumière, si on a deux objets devant nous, on va être capable de les distinguer si leur séparation est plus grande que la séparation angulaire critique. Ici, il faut faire attention parce que dans l'œil, la longueur d'onde est modifiée parce qu'à l'intérieur de l'œil, il y a un liquide, c'est de l'humeur vitrée ou de l'humeur aqueuse, je ne me souviens jamais lequel, mais l'important c'est que l'indice de réfraction du liquide qui maintient la pression à l'intérieur du globe oculaire est d'environ de 1,337. Donc c'est à peu près comme de l'eau essentiellement. Donc la longueur d'onde de 550 nanomètres dans l'air, il faut juste tenir compte du fait qu'il y a de 411 nanomètres. Oups, excusez, là, je suis en train de déplacer mes affaires.
Donc la longueur d'onde dans l'air qui est 550 nanomètres devient à peu près 411 nanomètres dans, dans l'œil en tant que tel. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est être capable de distinguer deux petits carrés séparés. Ok. Donc dans le fond, excusez, je cherche mon curseur. Hey, wow, wow, wow. Ok. Je cherche mon curseur. Donc imaginez que vous avez un petit carré noir, un petit carré blanc, un petit carré noir. OK. Puis vous voulez être capable de distinguer ces deux carrés-là. OK. Donc, nous, on a dit que c'est à peu près, moi sur la feuille, là, c'est un quadrillage d'à peu près 1 mm. OK. Donc, de l'ordre du millimètre. OK. Donc, si on veut être capable de distinguer ces deux carrés-là, côte à côte, il va falloir que A sin theta, à la limite, OK, on a la critère de Rayleigh qui est atteint quand A sin theta est égal à 1,22 lambda. Supposons qu'on utilise la luminosité ambiante, là, il fait clair présentement quand on va regarder. Donc votre pupille a un diamètre d'environ de l'ordre de 2 mm. Puis nous, on veut ici, on se demande à quelle distance, elle, on est capable de distinguer ça. Donc 0.02, donc 0.002, il manque un 0, c'est 2 mm, pas 2 cm. Fois sin de θ qui est 1 mm. En fait, excusez, on va évaluer. Voyons, je recopie la même chose là. Lambda est égal à 411 nanomètres, pardon. Donc, on a un angle d'environ 2,5 fois 10 à la moins 4 radians, la séparation angulaire critique. Okay. Donc, appliqué à notre situation ici, okay, comme c'est un très petit angle, θ va être égal à 1 mm à d sur L. Donc, à 1 mm divisé par L mètre. Cet angle-là vaut 2,5 fois 10 à la moins 4 radians. Donc, la distance L va être de l'ordre de 4 mètres à peu près. OK. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous êtes plus loin que 4 mètres de la feuille, des petits carrés séparés d'un millimètre, ça devient impossible de distinguer ces petits carrés-là. OK. Vous ne verrez plus qu'une grosse tache grise et uniforme. Pourquoi? Parce que la distance, les figures de diffraction vont embarquer les unes par-dessus les autres sur votre rétine, puis ça va vous empêcher de distinguer correctement ces objets-là. OK? Donc, une chose sur laquelle j'ai pas encore insisté beaucoup, c'est que, ben, deux choses. En théorie, ce qu'on vient de voir, ça nous dit que la capacité, la résolution d'un système optique est limitée par la par la diffraction, ok? Puis ça va de pair directement avec le diamètre de la source, ok? Le diamètre de l'ouverture qui est traversée. Donc, en théorie, vous ne pouvez pas avoir une résolution meilleure que la résolution est dictée, est limitée par la diffraction. Puis, plus le diamètre du télescope est grand, plus la résolution va être bonne. OK? Mais il y a deux choses. OK? Il y a ça. Puis il y a la chose qu'en pratique, c'est souvent limité autrement. OK? En particulier, ça va être limité par la turbulence atmosphérique. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on est allé mettre le télescope Hubble en orbite d'ailleurs. Okay? En ayant mettre le télescope Hubble en orbite, ben, on se débarrasse du problème de turbulence atmosphérique. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de turbulence atmosphérique? Ben, imaginez quand vous vous promenez l'été, là, dès qu'il fait un peu chaud là, sur l'autoroute, là, par exemple, vous voyez l'air monter. Pourquoi vous voyez l'air monter? Euh, Ça devient comme un peu un miroir, mais c'est parce que plus l'air est chaud, plus son indice de réfraction augmente, puis ça fait dévier la lumière. Donc, l'indice de réfraction de l'air, à la limite, va dépendre de la température de l'air. Donc, si la température de l'air varie, vous allez avoir l'air qui va dévier. Ça peut introduire aussi des décalages de phase parce que comme l'indice de réfraction va varier, mais la vitesse de la lumière dans l'air va varier très légèrement. Donc, imaginez que vous avez... Attends une seconde, excusez moi. Donc, imaginez que vous avez... attendez, je juste...
Mon curseur. Ah! Hey, c'est fou là, excusez là. Donc, imaginez que vous avez de la lumière qui vous arrive d'une étoile, ok? Puis, vous avez une couche d'air au-dessus de votre télescope qui est ici. Ok. Ben, supposons que la température... Bon, il fallait que mes écouteurs s'éteignent. Donc, supposons que la lumière traverse cette région-là de l'espace, ici, en s'en venant vers vous, mais donc, au début, avant de rentrer dans l'atmosphère, vous avez un front d'onde plan. Là. On se souvient, là, les fronts d'onde sont sphériques, sont circulaires, sphériques, mais rendus très loin, ça devient à peu près plan. Ok. Imaginez par contre que vous traversez un milieu, puis ici la température est légèrement plus élevée que là. Ben là, l'indice de réfraction pourrait être un petit peu plus grand que là, puis la vitesse de la lumière serait plus faible ici. Donc, en sortant de la couche, au fur et à mesure qu'on traverse la couche d'atmosphère, on va induire un décalage dans le front d'onde. Ok. Donc, le front d'onde sera plus parfaitement en phase. Donc, vous allez voir des spots brillants sur l'écran, des spots sombres. Ça va devenir une image embrouillée juste à cause du fait que la, 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 l'indice de réfraction varie dans l'air. Donc, en pratique, même si on avait, en théorie, là, si on avait un beau front d'onde parfaitement plan qui rentre dans le télescope, on verrait quand même de la diffraction. Donc, en pratique, on ne se rend jamais à la limite de diffraction parce qu'on est toujours dérangé par la turbulence de l'atmosphère. Ok. Donc, comment on fait pour améliorer la qualité de l'image d'un télescope? Ok, ben, il y a deux façons de le faire. Soit on agrandit le diamètre du télescope. Ok. Donc, des façons de le faire, ben, il y a un exemple classique qui est celui, le VLA là, au Nouveau-Mexique. En fait, c'est un observatoire radio, pardon, où vous avez plein d'antennes qui observent les ondes radio. Ok. Donc, c'est un radiotélescope. Puis, sont toutes séparées les unes des autres de façon à... C'est comme si on avait un immense télescope qui aurait un diamètre équivalent au diamètre du cercle ici dans lequel on serait capable de faire entrer tous ces télescopes-là. Donc, ils sont capables même d'aller, pas là, mais il y a des endroits qui sont faits qu'on peut déplacer les antennes en fonction de la résolution qu'on cherche à obtenir. Mais ici, les télescopes peuvent être très éloignés les uns des autres. Les ondes radio, c'est des ondes qui ont une grande longueur d'onde, donc on a quand même une bonne marge de manœuvre pour trouver la position exacte des différentes antennes, parce qu'ils ont juste besoin la position a besoin d'être connue à une fraction de longueur d'onde près. Donc c'est sûr que si votre longueur d'onde c'est de l'ordre du mètre, ben il n'y a pas trop de stress en placer des antennes au millimètre près à la limite. Ok. Le problème, c'est quand on fait ça avec de la lumière visible. Si vous voulez faire de l'interférométrie qu'on appelle comme ça avec de la lumière visible, ben, le problème que vous avez, c'est que vous devez connaître la position de vos antennes à une fraction de la longueur d'onde près. Donc, c'est très compliqué de faire des interféromètres euh, dans la lumière visible. Ça commence à se faire, mais en fait, ça se fait déjà depuis une couple d'années. Là. Vous avez, par exemple, pardon, euh, ça c'est à Hawaï, c'est le Keck. Ok. Vous avez plusieurs gros télescopes de 10 mètres, puis ils vont être reliés les uns aux autres par interférométrie, comme ça, si vous voulez, pour produire un télescope qui aurait un diamètre équivalent à la surface quasiment de l'observatoire au complet. C'est sûr que vous récoltez pas la même quantité de lumière que si vous aviez un énorme miroir comme ça, mais au moins vous avez la résolution équivalente à un énorme miroir comme ça. Donc, une façon d'augmenter la résolution, si on sait que A fois sin de θ est égal à 1,22 lambda, si on veut faire diminuer ça, on doit faire augmenter le A. Okay? Donc, d'avoir le plus gros diamètre possible, ça va nous permettre d'avoir les observations les plus précises possibles. On fait ça comment? Ben justement, on fait ça en combinant les données qui arrivent sur plusieurs télescopes pour faire un signal virtuel. Une autre façon aussi de faire ça, c'est d'aller corriger, d'aller compenser pour le déphasage. Donc ici, on avait dit il va y avoir un déphasage induit par la turbulence de l'atmosphère. Ici, tout simplement. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est d'aller
utiliser une technique qu'on appelle l'optique adaptative. Donc, comment ça fonctionne, l'optique adaptative? Ben, l'optique adaptative, dans le fond, c'est que ce qu'on vient de dire, donc vous avez, ben, premièrement, c'est une façon d'approcher la limite de diffraction en utilisant un miroir déformable. OK? Donc, vous allez déformer le miroir pour, tu sais, dans le fond, ce qu'on se dit, la logique en arrière de l'optique adaptative, c'est la turbulence atmosphérique va créer une différence de phase entre les ondes qui arrivent sur différents points du miroir. Donc, au lieu d'essayer de faire disparaître ça je sais pas comment, on s'est dit, on va travailler avec ça. On va déformer le miroir pour compenser. Donc, s'il y a des parties du front d'onde qui arrivent un petit peu avant, ben, on va aller placer le miroir, on va remonter le miroir pour aller à la rencontre du faisceau. Comme ça, le miroir va avoir exactement la bonne forme pour que tous les points qui ont la même phase frappent le miroir en même temps. Donc, comment ça fonctionne en pratique? Bien, quand le front d'onde plan traverse un milieu qui a la propriété de déformer le front d'onde, vous allez avoir un front d'onde qui va avoir été déformé parce qu'il y a des endroits où la vitesse va être plus grande, d'autres où la vitesse va être plus petite. Donc, vous allez avoir des points qui vont arriver en avance, d'autres en retard. Vous avez votre miroir déformable. Il y a une partie qui réfléchit la lumière. Ce que vous faites, vous mettez un séparateur de faisceau ici qui va prendre une partie de la lumière qui frappe le miroir principal, puis qui va alimenter un sensor de front d'onde, excusez le français, là, mais qui va alimenter un appareil qui va aller détecter, mesurer la phase du signal lumineux à différents endroits sur l'image. Donc, il va mesurer la phase. Ils vont alimenter un ordinateur qui va calculer la correction à appliquer au miroir, qui va être fourni à des actuateurs pour déformer le miroir. Là, vous allez avoir un signal qui va être compensé, qui va être alimenter le détecteur de front d'onde, puis vous allez avoir un cycle de feedback comme ça qui va s'installer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez un cycle de feedback comme ça qui va être autour de la centaine de Hertz, donc une centaine, 200, plusieurs centaines de fois par seconde. Vous allez mesurer la phase en différents points, compenser l'image, servir du feedback pour recalculer, puis jusqu'à temps que vous réussissiez à faire disparaître à compenser en fait pour la perturbation due à l'atmosphère. Donc sur papier, cette théorie-là, cette mécanique-là existe depuis les années 70. C'était, on dit, inventé par le DARPA. DARPA, c'est Defense Advanced Research Project Agency. Donc, à quoi ça ressemble tout ça? En fait, euh, le DARPA, c'est vraiment la branche qui fait ce qui s'approche le plus de la science-fiction. Euh, Donc, vous voyez, vous irez fouiller là-dessus, là, OK? Donc, c'est vraiment de la recherche de pointe qui se fait, OK? De la recherche fondamentale. Des fois, c'est des affaires qui ne sont pas nécessairement appliquées. C'est eux qui sont derrière Internet, en passant, là, OK? Ben, derrière, qui ont été les précurseurs d'Internet avant d'être public comme ça. C'était une application, comment transférer des fichiers de façon sécuritaire, un réseau distribué de distribution d'informations. Donc, c'est ce qui est derrière même l'apparition d'Internet. Le furtif, les avions furtifs, c'est aussi des projets de recherche de pointe. Les véhicules autonomes, c'est quelque chose qui a été poussé beaucoup par DARPA. Donc, c'est vraiment, ils vont organiser des concours essentiellement où ils vont dire, par exemple, ouais, on a un problème qui nous apparaît être complètement insoluble. Donc, on va faire un concours. On va encourager les entreprises à proposer des solutions. Après, on va évaluer les différentes solutions, puis ceux qui vont avoir la meilleure, on va lui donner des millions, voire des milliards de dollars sous forme de contrat. Donc, ça motive les entreprises à faire la recherche. Puis comme c'est des petites entreprises, ben pas petites nécessairement parce que des fois ça demande beaucoup de ressources pour faire des projets maintenant, mais c'est qu'ils distribuent le risque. Au lieu d'être une grosse agence gouvernementale qui pense à tout elle-même, elle va aller chercher les meilleures entreprises à gauche et à droite, dépendant du type de recherche qu'ils vont faire. Tu sais, ça peut être par exemple, euh, on aimerait ça être capable d'aller réparer des satellites en orbite géostationnaire. OK?
Évidemment, il n'y a personne qui sait comment faire ça. Les satellites en orbite géostationnaire sont à quoi 45 000 km de la surface de la Terre. Je veux dire, ils sont à genre 10% de la distance entre la Terre et la Lune. Donc, comment on fait pour aller réparer un satellite en orbite géostationnaire? DARPA, ils n'ont pas des spécialistes qui savent comment faire ça. Mais DARPA va être capable de mobiliser des compagnies pour proposer des solutions pour des choses comme ça. Donc, évidemment, tout doit être à peu près tout secret là-dedans, là, mais il y en a un peu qui est public. Donc, c'est vraiment de la recherche fondamentale ici, là. La miniaturisation des systèmes GPS, tu sais, c'est toutes des affaires qui vous disent de quoi, là, ok, en théorie. Ok. Donc, en particulier, c'est eux qui ont mis sur pied les programmes d'optique adaptative. Évidemment, au début, c'était pas pour faire des belles photos en astronomie. Le but était beaucoup plus terre à terre que ça. C'était autour de 72, on parle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, autour des années 60, là, on commence à mettre beaucoup de satellites en orbite. Euh, Puis le Sputnik, d'ailleurs, c'est une coïncidence. Ok, j'ai mon t-shirt du Sputnik, là, 1957, le lancement de Sputnik. Euh, Ça l'a vraiment fait freaker les Américains. Ok, pourquoi? Ben parce que on est en pleine guerre froide à ce moment-là. Puis les Soviétiques avaient montré qu'ils étaient capables de mettre des satellites en orbite. Ok. Le message que Sputnik envoyait, là, Sputnik, c'est une petite balle qui faisait bing bing bing. Là, ok. C'est pas ça le problème. C'est pas ça qui stressait le monde. Le message que ça envoyait, c'était plutôt genre, hey, j'aurais pu être une bombe nucléaire, puis t'aurais rien pu faire contre moi. Ok. Donc, les Américains ont vraiment eu eu la chienne, littéralement. Puis ils ont mis beaucoup de ressources dans le projet spatial. Dans le fond, le projet spatial, ça on va y revenir plus quand on va parler de la bombe nucléaire plus tard dans le cours. C'était pas une affaire civile, là, je veux dire. Il n'y a pas de pertinence à aller explorer la Lune de proche plus que n'importe quel autre projet. C'est de la recherche, c'est de la science fondamentale. Là. Je ne veux pas dire que c'est inutile. C'est inutile pour quelqu'un qui trouve que s'il n'y a pas d'application de ça pour nous, ça ne sert à rien. Là. Mais je veux dire, tant qu'à ça, étudier l'archéologie non plus, ça sert à rien. Puis pourtant, je pense pas qu'il y ait personne qui se batte bien ben à ce point-là pour couper les budgets. Bon, ils ne doivent pas en avoir une tonne non plus, remarquez, là, mais c'est pas ça le point. La recherche fondamentale, ça a toujours sa place en société. On ne sait jamais quelles vont être les applications de ça. Ça le dit, c'est la recherche fondamentale. Je veux dire, on ne se préoccupe pas d'avoir des applications, on se préoccupe juste de faire avancer la science, puis après, s'il y a des applications à en tirer, on verra. Euh, DARPA, quand ils ont demandé à des entreprises d'être capables de détecter des satellites espions, en fait, ils savaient qu'il y avait des satellites qui se promenaient au-dessus de leur tête, mais ils ne savaient pas combien il y en avait, ils ne savaient pas où ils étaient. Donc, ils ont demandé l'aide de la communauté scientifique en organisant un concours comme ça. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à mettre au point des techniques d'optique adaptative. 40, 50 ans plus tard, c'est rendu quelque chose qui se fait couramment en astronomie. Donc, il y a eu des applications civiles de ça maintenant qui sont utilisées, mais à la base, ça reste un programme drivé par la recherche militaire. Ok. Euh, donc, une façon aussi de faire ça maintenant, ce qu'ils font, c'est carrément qu'ils vont produire une fausse image, donc une fausse étoile dans le ciel, pardon. Donc, vous allez prendre un laser très puissant, un laser jaune au sodium, mettons, super puissant, puis vous allez faire apparaître une étoile. Donc, vous regardez, mettons, un peu à côté, ici, vous voulez étudier une étoile dans le ciel. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, c'est que à côté de l'étoile dont vous ne connaissez pas les propriétés, vous allez faire apparaître une étoile artificielle dont vous connaissez parfaitement les propriétés. Puis vous allez utiliser cette étoile-là comme référence pour corriger le signal. Donc, en ayant une étoile de référence dans le ciel dont vous connaissez parfaitement les propriétés, ça devient plus facile de mesurer la phase, par exemple, du front d'onde dans chaque point. Puis après, de corriger. Donc, vous êtes capable d'utiliser une fausse étoile pour corriger l'image de l'étoile que vous cherchez à observer à côté. Puis c'est ça qui vous permet d'obtenir des images ultra nettes. OK? Donc, par exemple, ici, ça va-tu fonctionner? Vous voyez ici l'image brute. Donc, à gauche, dans le panneau de gauche, c'est l'image brute. Donc, ça, c'est ce que vous voyez sur l'écran. L'ordinateur, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule à partir de là la correction à appliquer, calcule la correction à appliquer au miroir,
il va compenser, puis vous voyez ici la phase corrigée, puis l'image de l'étoile qui est limitée par la diffraction maintenant. OK? Donc, c'est vraiment une façon de, de- d'approcher la limite de diffraction. OK? Puisque ça va vous permettre, donc, vous prenez l'image brute, vous compensez pour la différence de phase, vous produisez une image limitée par la diffraction. Puis pour comme illustration ici, ça c'est une vieille image en plus, là, il y en a des plus récentes. Si vous observez la planète Uranus avec l'optique adaptative éteinte, entre guillemets, ok, ben, vous voyez un blob semi pas très précis. Ok, c'est flou. Vous voyez ici qu'il y a peut-être quelque chose, mais quand vous allumez l'optique adaptative, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des bandes de nuages apparaître à la surface d'Uranus. Donc, vous avez une image qui est limitée par la diffraction. La qualité de l'image devient incomparablement plus grande. Donc, c'est une façon d'améliorer la qualité des images en astronomie. L'optique adaptative, c'est une application très importante d'approcher la limite de diffraction quand on observe des objets astronomiques. Donc, c'est un petit peu la présentation que je vais vous faire sur le critère de Rayleigh. En résumé, la résolution d'un système optique est toujours limitée par la diffraction en absence d'autres facteurs, ce qui fait que, puis on a vu que la résolution était, euh, attendez une seconde, je vais vous revenir. Ce qu'on a vu, c'est que plus l'ouverture du télescope est grande, plus la résolution est bonne parce que plus le sin theta devient petit. Okay? Puis on a vu que dans le cadre du critère de Rayleigh, A fois sin theta devait être égal à 1,22 fois lambda. Donc, prochain cours, les fentes multiples.